et d'accueillir Samir Tata, qui est professeur à Télécom Sud Paris. Samir est docteur en informatique et titulaire aussi d'une HDR. Voilà, et donc il s'intéresse aux problématiques de la gestion des applications métiers, c'est ça en particulier, c'est ça, et qui est aussi animateur du réseau thématique. Je n'ai pas parlé des réseaux thématiques ce matin, ça me permet d'y faire référence tout de suite, qui est animateur du réseau thématique sur l'architecture de services. Voilà, donc qui va nous parler aujourd'hui de l'élasticité des grands systèmes qu'a des applications à base de services. Et d'ailleurs, Samir avait participé à cette table ronde que j'évoquais tout à l'heure, c'est ça? Voilà. Et il était défenseur, plutôt partisan de l'idée que le cloud sous-tendait quand même de véritables avancées scientifiques, ne serait-ce que le passage à l'échelle, si je me souviens bien. Oui. Voilà. À toi la parole. Et aussi l'élasticité dont tu as parlé là, voilà. Tout à fait, qui est donc une propriété qu'on peut adressé pour les systèmes en général et en particulier, et c'est le sujet de ma présentation aujourd'hui, et en particulier pour les applications à base de services. Donc je vais rapidement passer ce slide qui portait sur la définition, une définition des systèmes complexes et grands systèmes qui a été présentée par Jamal ce matin. Une seule chose ici sur laquelle j'aimerais faire un point, c'est le système peut être caractérisé par une structure qu'on peut exploiter lorsqu'on manipule le système, et puis un comportement qui peut être au niveau des nœuds ou des liens, ou les nœuds et les liens. Et donc il y a des propriétés qu'on va pouvoir modéliser, adresser, gérer au sens large, telles que l'élasticité, le passage à l'échelle. Et donc l'élasticité, c'est une propriété qui n'est pas qui est générale, très adressée dans d'autres domaines, dans l'économie par exemple, ou la physique. Donc c'est une propriété qui permet à un objet, lorsqu'on lui applique une charge, une force, une tension, de se déformer, mais du moment où la charge diminue, il va essayer de reprendre sa forme initiale. Donc ça, c'est l'idée. Et donc, on peut aussi imaginer cette propriété au niveau d'un système quelconque, et un système logiciel en particulier. Et pour adresser cette propriété, il faut la modéliser. Et il nous faut des mécanismes pour permettre de faire varier justement les ressources consommées par le système pour supporter la variation de la charge. D'accord ? Donc si on prend un exemple où on a une variation de demande de ressources, en réalité on ne demande pas des ressources, on demande un service avec une qualité, éventuellement un prix, et on va pouvoir essayer de transformer quelque part cette demande de qualité de service en demande de capacité de ressources informatiques, qui peut être logiciel ou plateforme ou d'infrastructure. Et donc, pour que le système soit idéalement ou parfaitement élastique, il faut que les ressources qu'on va fournir pour le système, ou la quantité et la qualité de ces ressources, vont suivre la demande parfaitement. D'accord ? Mais ça, c'est un idéal. Malheureusement, on ne va pas pouvoir arriver à ce stade-là. Mais enfin, ce qu'on peut faire, c'est d'essayer de rattraper la courbe de demande. Mais on va parfois passer au-dessus, parfois au-dessous de la courbe. Mais l'essentiel, c'est qu'on va suivre l'allure. Donc, l'élasticité, pour pouvoir la modéliser et l'adresser au sens large, on va voir quelles sont ses caractéristiques. D'abord, elle a une portée qui peut être au niveau de l'infrastructure. Donc, on va rendre des machines virtuelles élastiques ou un réseau élastique, ou de plateformes, des serveurs d'applications, par exemple, ou des applications elles-mêmes. D'accord ? Donc, pour pouvoir adresser l'élasticité, donc on a des métriques, donc on va mesurer des éléments de ressources ou de capacité d'infrastructure ou de plateforme, de capacité IT.
Donc, on a des types de ressources d'abord, comme des ressources de stockage, de calcul, de communication. Et puis, pour chaque ressource ou chaque type, on peut avoir une qualité ou une quantité. On peut mesurer ce type-là et éventuellement un coût. Et le coût se pose principalement dans les environnements cloud, puisqu'on s'appuie sur un modèle de consommation et de paiement à la consommation. Donc, pour assurer une élasticité, on peut avoir des politiques, bien sûr, manuelles, mais ce n'est pas ça ce qui nous intéresse le plus. On peut avoir des stratégies qui nous permettent de réaliser l'élasticité d'une façon automatique. Et ces stratégies peuvent être réactives, c'est-à-dire on va mesurer des éléments de ressources avec des seuils, par exemple, et on va réagir lorsque des seuils sont dépassés. On peut avoir des politiques programmées dans le temps. On va dire que, par exemple, pour les périodes de solde, on sait qu'on va avoir besoin de ressources supplémentaires, donc on programme des stratégies comme ça, ou prédictives, c'est-à-dire on va essayer d'apprendre de passer plus ou moins lointain pour essayer de prédire les ressources qu'on va consommer dans le futur. Ou alors quelque chose d'hybride, et on parle dans ce cas de stratégie ou des mécanismes qui vont contrôler les mécanismes d'élasticité. Et généralement, on utilise des stratégies programmées pour contrôler les stratégies hybrides. Donc, les mécanismes qui nous permettent de faire varier les ressources peuvent être des mécanismes qui se basent sur la réplication, par exemple, de ressources, ça c'est pour le scaling up ou out, et on peut avoir des consolidations, dans le sens où on va supprimer les ressources sous-utilisées ou non utilisées. On peut avoir aussi des mécanismes de redimensionnement. Et en fait, ces deux mécanismes, ces deux méthodes donnent deux techniques différentes qui sont l'élasticité horizontale et verticale. Je vais revenir là-dessus. Mais juste un point ici qui a été justement abordé par Mario tout à l'heure, le mécanisme d'élasticité peut avoir un effet de bord qui va impacter, par exemple, qui va nécessiter de faire migrer des machines virtuelles, par exemple, ou des services ou des applications. Et on parle éventuellement de débordement d'un cloud privé, par exemple, vers un cloud public. Il y a des techniques qui sont d'optimisation, par exemple, pour choisir quels sont les services victimes à déporter sur le cloud public. Donc, pour schématiser l'élasticité verticale et horizontale, je prends un système ou une application composée et j'ai un service qui est quelque part sollicité, surchargé, de par les interactions intrasystème ou entre le système et son environnement. Et donc, ce qu'on va essayer de faire, on va essayer de faire grossir ce nœud ou ce service pour supporter la charge et essayer d'arriver à la qualité de service souhaitée. Par contre, l'élasticité horizontale ne va pas opérer sur le nœud lui-même, mais va le dupliquer, d'accord ? Et il va quelque part créer un nœud virtuel qui est composé d'un certain nombre de copies du nœud initial, tel que l'ensemble de copies va supporter la charge, d'accord ? Et donc, ce sont deux techniques qui ont un impact sur la façon avec laquelle on va gérer, donc, bien sûr, l'élasticité. Pour l'élasticité verticale, du moment où on va modifier le nœud ou le service ou l'application, ça sous-entend qu'on va intégrer ce mécanisme dans le développement du nœud lui-même, c'est-à-dire on va repenser la façon avec laquelle on va concevoir, par exemple, un système ou une application. C'est-à-dire, on va intégrer dans le développement de l'application des moyens pour la rendre élastique. D'accord ? Par contre, l'élasticité horizontale, ce sont des mécanismes qui n'impactent pas la façon avec laquelle on développe l'application,
mais qui vont contrôler l'application et agir sur l'application pour la rendre élastique. Il y a deux techniques en réalité au niveau de l'élasticité horizontale. On peut imaginer que pour rendre une application élastique, on va contrôler l'application, on va avoir un contrôleur qui va superviser l'application et il va agir sur l'application pendant l'exécution. Ou alors, il y a une autre technique qui consiste au développement, juste avant le déploiement, on va composer l'application, composer l'application avec des moyens ou des mécanismes d'élasticité tels que le produit résultat donne lieu à une application élastique. Donc, le schéma global de la première technique consiste donc à avoir quelque chose à contrôler, superviser, agir selon une stratégie. Et la stratégie, donc, ce sont des règles générales basées sur des éléments de qualité de service et de coût. Donc, si je regarde les applications à base de services, chose qui est intéressante, c'est qu'on va pouvoir exploiter la structure de l'application pour développer des mécanismes d'élasticité intéressants qui vont être adaptés à ces applications-là. Par exemple, nous, à Télécom Sud Paris, nous nous sommes basés sur des techniques formelles pour modéliser les applications à base de services, par exemple en réseau de pétri où on met l'accent sur la structure et sur le comportement, ou on a un travail en cours sur l'utilisation de la méthode B pour la modélisation des applications à base de services exprimées en SIA. Et on peut, par la suite, développer, modéliser avec ces techniques-là les contrôleurs, et on peut prouver formellement qu'on peut développer des applications élastiques. D'accord ? Et donc, à partir de là, on peut faire des mesures, s'appuyer sur des métriques, bien sûr, et évaluer les techniques. L'évaluation donc, peut être formelle à la base de vérification des preuves ou par model checking. On peut s'appuyer sur des simulations ou faire des tests. Donc, rapidement, l'idée de base d'élasticité des processus développés ou modélisés en réseau de pétri, je pars d'un réseau de pétri où j'ai un service surchargé que je peux en réalité dupliquer tout en gardant entre guillemets la sémantique comportementale du processus, et je peux faire l'élasticité bien sûr dans les deux sens en supprimant les copies superflues. Pour faire le contrôle, on s'appuie sur un modèle de réseau de pétri de haut niveau qui va prendre comme paramètre les applications à superviser et sur laquelle on veut agir. Et bien sûr, on peut avoir un contrôleur par processus. Qu'est-ce qu'on peut vérifier avec ça? On peut vérifier des propriétés, bien sûr, traditionnelles de qualité de service, mais aussi on peut vérifier des propriétés qui sont intrinsèques à la propriété d'élasticité. Par exemple, on peut constater qu'il y a des propriétés lorsqu'on agit sur l'application, il y a des opérations de duplication qui peuvent être suivies par des opérations de consolidation. Et on peut avoir ce qu'on appelle les elasticity loops, c'est-à-dire on va passer tout le temps à faire de scaling up, scaling down qui sont trop proches, et donc on peut contrôler cet aspect-là, et on peut même mesurer quelque part le diamètre de ces loops-là et agir là-dessus. On peut vérifier si, tout à l'heure je vous ai dit, l'idéal c'est d'arriver à suivre la courbe de la demande. On peut aussi mesurer l'écart entre les deux courbes, et c'est ça la vérification de la violation de la qualité de service. On peut faire des simulations en partant de lois d'invocation d'application et plusieurs stratégies, et on peut, à la base de ces modèles-là, comparer, étant donné une loi d'arrivée d'invocation, comparer le comportement des stratégies d'élasticité avant de déployer concrètement dans un environnement cloud, par exemple,
des stratégies particulières. Et donc, pour finir, pour la mise en œuvre, donc le modèle formel, c'est intéressant pour la vérification, pour la simulation, avant le déploiement d'applications concrètement dans des environnements complexes. Donc, nous avons développé une approche à 3 étapes, et ça rejoint la problématique que Mario a évoquée sur l'orchestration versus chorégraphie. C'est une méthode qui consiste à diviser l'application en services qu'on va pouvoir packager, le rendre élastique et le déployer. Et on n'aura pas nécessairement des contrôleurs ou des orchestrateurs centralisés qui posent problème. On aura des applications complètement distribuées, et on peut s'appuyer sur des API que nous avons développées pour déployer ces applications sur des clouds hétérogènes sans être liés à une API particulière. Et ça, ce genre d'outils nous permet d'expérimenter sur des applications le comportement et de l'élasticité. Par exemple, ça c'est un exemple d'application à base de services qui est déployé, où on voit la courbe bleue, c'est une application non élastique, et les 2 autres courbes, on a l'élasticité avec 2 stratégies, mais on a en bas la consommation de ressources, bien sûr, qui monte pour arriver à satisfaire une qualité des services avec la montée de charge. Voilà. Et je finis par les références. Merci, Samir. C'est toujours un peu difficile de faire la présentation qui sépare du repas. Donc, il faut pouvoir tenir l'audience en haleine. Je propose de prendre une question, comme on a un peu glissé, et de poursuivre les échanges lors de la session déjeuner et poster. Donc, est-ce qu'il y a une question ? Tout le monde a faim. Tout le monde a faim. Je suis sûr qu'il y a plein de questions, mais les gens se disent, bon, ah bah tiens, il y en a une là. Voilà. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Vincent Chapurla, École des Mines d'Alès. Pouvez-vous me préciser la différence que vous faites entre élasticité et le couple flexibilité-réactivité d'un système ? Juste pour ça. Élasticité et réactivité. Et le couple que pourraient former les 2 propriétés, flexibilité, je suis flexible et je m'adapte à la demande, et réactivité, je m'adapte vite. Enfin, je vous le fais court. Et puis j'ai une deuxième question, mais je ne sais pas si on a le temps. Comment arrivez-vous à vérifier la qualité de service avec les modèles formels que vous utilisez ? D'accord. Pour la première question, la flexibilité, c'est une propriété, si j'ai bien compris, hein, la question est beaucoup plus large que la propriété d'élasticité. Donc l'élasticité, c'est une flexibilité, au fait, qui consiste à satisfaire une qualité de service avec une fluctuation au niveau de la demande. Donc je demande plus, j'ai plus de demandes, donc je fournis plus de ressources pour garantir la même qualité. Je demande moins, j'ai moins de charges, donc je libère des ressources tout en garantissant la même qualité de service, et donc je gagne en termes de consommation de ressources. Donc ça, c'est une flexibilité quelque part. Par rapport à la deuxième question, pardon, c'était... D'accord. Pour la validation formelle, alors, nous sommes intéressés au nombre d'invocations qu'on peut modéliser par des jetons dans les réseaux de Petri qui modélisent le nombre d'invocations. Donc ça, c'est la charge qu'on peut mesurer en termes de nombre d'invocations. Et aussi, nous avons le temps. Nous avons modélisé le temps avec un réseau de Petri temporel où on a des intervalles de temps sur l'exécution des services, et on peut calculer le temps de réponse à la base de cette modélisation-là. Donc, les 2 métriques que nous avons adressées, c'est le nombre d'invocations et le temps de réponse. Merci beaucoup, Samir. Je propose de poursuivre. Donc, à l'heure du déjeuner,